Bonsoir à tous et bienvenue à votre magazine de santé et de bien-être Lafia. Nous avons tous été un jour victimes d'une blessure qui par la suite a donné une plaie, ou encore peut-être que nous connaissons une personne dans notre entourage qui porte une plaie qui, entre guillemets, refuse de guérir. Eh bien, à ce magazine de Lafia avec nos invités, nous allons lever le voile sur les différentes plaies et surtout sur leur prise en charge. Soyez attentifs et bienvenue à vous. Nos spécialistes du jour sont à ma droite, Dr Fahima Traoré. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Irène. Vous venez de Waiguia? Tout à fait. C'était tranquille sur la route? Oui, ça va. Pas trop de fatigue sur la route. Le voyage s'est très bien passé. En tout cas, merci de nous honorer de votre présence. Merci, Je précise que vous êtes dermatologue. Effectivement. Vous allez nous en dire plus tout à l'heure. À ma gauche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Dr Toussaint. Bonsoir, Dr Toussaint Tapsoba. Bonsoir, Irène. Vous êtes chirurgien pédiatre à l'hôpital Charles de Gaulle. Exactement. Tout se passe bien, les enfants vont bien? Bon, en tout cas, on essaie de faire le mieux pour eux. En tout cas, vous faites de très grandes choses pour ces enfants parce que, vous voyez, quand je veux parler, je titube parce que j'ai appris tout à l'heure avec l'équipe que vous avez fait partie de l'équipe qui est arrivée à séparer en fait les bébés siamois. C'est ça? Ça s'applaudit. Alors, je pense que de telles choses contribuent en fait à faire rayonner de plus en plus le Burkina Faso sur le plan international. Et c'est tout bénef pour nous, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je pense que en fait, ils sont assez modestes à Charles de Gaulle et les médecins de façon générale. Il y a suffisamment de choses extraordinaires qui sont faites dans nos hôpitaux. Peut-être que nous n'en parlons pas, nous n'en communiquons pas. Mais ce qui a été fait à Charles de Gaulle, c'était vraiment extraordinaire. Et je suis sûr qu'ils en font beaucoup plus que ce qui a été présenté. En tout cas, nous sommes là pour vous mettre en lumière, car vous le méritez amplement. Merci. Bravo pour ce que vous faites. Alors, docteur Fahima Traoré, dites-nous, qu'est-ce qu'un dermatologue vénérologue? Disons qu'un dermatologue vénérologue, c'est avant tout un médecin. D'accord. C'est un médecin qui, après la médecine générale, fait des années de spécialisation pour sortir, pour s'occuper essentiellement des maladies qui concernent la peau et les muqueuses. Quand on dit la peau, ça s'entend, et la peau dans sa globalité, ça s'entend les cheveux, on entend également les ongles, on entend les muqueuses. Les muqueuses, c'est à peu près ce qui concerne un peu la cavité buccale, donc la bouche, les narines, les yeux, l'appareil génital et un peu l'anus. Donc, autrement dit, si vous avez un problème de santé qui concerne ces différentes parties du corps, le dermatologue peut être consulté, qui, s'il se rend compte que ça ne relève pas de lui, il saura où vous orienter. Donc, à peu près, au-delà de ces maladies, il y a d'autres pathologies qui lui sont, où il intervient beaucoup plus. C'est notamment la lèpre. La question de la lèpre est une question essentielle. C'est également les infections sexuellement transmissibles. J'entends par là la gonococcie, la syphilis, les chancremous, les condylomes, etc., etc. Donc, il participe avec les autres médecins et les autres agents de santé au bien-être de la population. Voilà, à peu près ce que fait les dermatologues vénérologues. Formidable. Alors, penchons-nous à présent sur les rôles que joue la peau. La peau, pour parler de façon exhaustive des rôles, ce serait un peu long. Je vais prendre peut-être deux rôles. Je vais m'apaisanter sur des rôles. Le premier rôle, c'est le rôle, je vais présenter plus le rôle diagnostique. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, quand quelque chose apparaît sur la peau, que ce soit une tache, un bouton, une plaie, une modification de quelque chose sur la peau, les ongles, etc., l'objectif n'est pas tant de faire disparaître cette modification qui apparaît sur la peau. C'est plutôt comprendre le pourquoi de cette modification. Parce que cette modification peut signifier que la peau elle-même, elle est malade, ou au-delà de la peau, que d'autres organes qui ne sont pas visibles sont malades. Par exemple, on peut avoir un problème
au niveau du rein. Et ces problèmes au niveau du rein peuvent avoir un retentissement cutané sur la peau. Donc, si vous venez en consultation des dermatos pour quelque chose qui apparaît sur la peau, et par l'examen de cette peau, je peux vous dire, bon, les problèmes que vous avez sur la peau, c'est un problème qui vous préoccupe, mais la cause de ces problèmes se trouve au niveau rénal. Donc, je vous aurais aidé à diagnostiquer, à soupçonner plus tôt un problème rénal et je vous aurais référé chez le néphrologue. Donc, je ne vais pas chercher à faire disparaître la tache ou le bouton qui apparaît sur votre peau, qui est plutôt un avantage parce que ça permet de reconnaître un peu plus tôt d'autres maladies qu'on voit par l'œil. Donc, c'est le premier rôle. Aider au diagnostic des maladies qui ne sont pas visibles. Le deuxième rôle de la peau, c'est le rôle de protection. Oui. Voilà. On sait tous que l'élément qui nous protège essentiellement de notre environnement qui est un peu hostile, c'est la peau. Et donc cette peau assure essentiellement la protection contre l'environnement dans lequel nous vivons, le soleil, la poussière, etc., etc. Mais empêche surtout certaines substances qui sont dans le corps de s'évaporer. Si vous n'avez pas de peau, vous allez vous déshydrater complètement et tout va partir. Donc malheureusement, il y a certaines pratiques qui arrivent à altérer ce rôle de protection. Je vais titiller un peu la dépigmentation et d'autres produits qui malheureusement altèrent cette fonction de barrière de la peau. Voilà à peu près 2 rôles. Il y a d'autres rôles, mais je pense que si on retient les 2 rôles déjà, c'est assez important. Alors merci docteur. Je me tourne à présent vers docteur Toussaint Topsoba. Vous êtes chirurgien pédiatre. Qu'est-ce qu'un chirurgien pédiatre? Un chirurgien pédiatre, c'est un médecin spécialisé dans le domaine de la chirurgie et précisément la chirurgie de l'enfant. Et la particularité, c'est que cette chirurgie de l'enfant est une chirurgie générale, mais dans notre pratique, nous ne touchons pas totalement à tous les domaines de la chirurgie de l'enfant. Notamment quand je prends la chirurgie de la tête et du rachis, voilà, il y a des chirurgiens qui sont un peu spécialisés dans le domaine. La chirurgie du thorax et la chirurgie du cœur également, c'est pas essentiellement. Nous faisons plus la chirurgie orthopédique et traumatologique en fait de l'enfant, et la chirurgie viscérale et digestive de l'enfant et urologique également. Voilà. En tout cas, merci. Docteur Faima, quelle définition peut-on donner à la plaie? Une plaie. Le mot plaie, c'est un terme qui est un peu générique. C'est un terme générique qui indique une rupture d'une continuité de la peau. C'est-à-dire si vous avez une blessure sur la peau, on dit que vous avez une plaie. Mais chez nous, les praticiens, les spécialistes, une plaie, c'est un signe. C'est un signe qui peut aboutir à beaucoup de maladies, qui peut aboutir c'est-à-dire les maladies qui donnent la plaie, mais qui indiquent également qui vous êtes. Pourquoi c'est vous qui avez cette plaie qui ne guérit pas? Donc, une plaie, c'est plus large que ce qu'on a l'impression de, ce qu'on constate, ce qu'on considère, et la banalité qu'on semble accorder à la plaie. Je pense que cette banalité est due au fait qu'on ne connaît pas suffisamment ce que c'est qu'une plaie. Justement, nous sommes là pour en savoir davantage. Voilà, est-ce qu'en matière de plaie, on peut parler de classification, du type de plaie? Oui, je pense qu'il y a des classifications en fonction du niveau d'atteinte. Vous savez, la plaie, je vous ai dit, c'est une rupture de la peau. Oui. Donc, en fonction du niveau de rupture, on peut parler de plaies qui soient superficielles. Les plaies superficielles, c'est les plaies, dès que vous avez une petite blessure, la blessure guérit et ne laisse pas de cicatrices sur votre peau. Il n'y a aucune trace qui apparaît sur votre peau. En ce moment, la plaie, elle est dite superficielle. La plaie, elle sera beaucoup plus profonde lorsque, après guérison, vous avez une cicatrice sur votre peau. Là, c'est une plaie qui est profonde. On dit la plaie, la blessure ou le mécanisme d'atteinte de la plaie vient de la profondeur de la peau. Donc, voilà une première classification en fonction du niveau. Il y a une deuxième qui nous intéresse beaucoup plus, c'est en fonction du retard de cicatrisation. Donc, on va dire une plaie, elle est aiguë. Quand cette plaie apparaît et guérit plus rapidement, en moins de 3 semaines, la plaie guérit, on va dire que c'est une plaie qui était aiguë.
Une plaie sera dite chronique quand vous avez une plaie qui, au-delà de 3 semaines, 6 mois, malgré tous les traitements que vous aurez essayés, vous constatez que la plaie ne guérit pas. Ça, c'est également une autre classification. Il y a une autre classification qui tient compte du mécanisme de survenue. Si vous avez une plaie par accident, ou vous avez une plaie parce qu'il y a eu un acte de chirurgie sur votre corps, ça n'a pas la même importance et la même signification que quelqu'un qui n'a pas eu d'accident, qui n'a pas eu de blessure et où la blessure était si minime que cette blessure, le traumatisme reçu ne peut pas justifier ni expliquer la survenue de cette plaie. Ces genres de plaies sont des plaies à considérer autrement et qui méritent beaucoup plus d'attention. On les appelle les plaies pathologiques, qui surviennent de façon spontanée, sans qu'il y ait une notion de blessure suffisante, sans qu'il y ait une notion de chirurgie et autres. Alors là, en matière de plaies, on parle souvent de mal perforant plantaire. Qu'est-ce que c'est? Docteur Tabsouba? Bon, oui, un mal perforant plantaire, c'est également une plaie. C'est une plaie, il faut dire qu'on est arrivé à faire une classification de plaies également en fonction de la localisation de ces plaies. Si vous avez une plaie qui apparaît sur des zones découvertes, les zones découvertes, c'est quand vous portez des vêtements, les zones qui restent exposées au soleil. Vous avez le front, les avant-bras, etc., etc. Ça n'a pas la même signification lorsque une plaie apparaît sur des zones qui sont protégées du soleil. Et pour revenir spécifiquement à votre question, un mal perforant plantaire, c'est une plaie d'évolution chronique, mais qui apparaît essentiellement au niveau de la plante des pieds. Et la deuxième particularité, la première, c'est sa localisation, la plante des pieds. La deuxième, c'est que les patients ne se rendent même pas compte du début de la survenue de cette plaie. Du jour au lendemain, il se réveille. Du jour au lendemain, il y a des signes de début. On va peut-être revenir là-dessus. Il y a des signes de début, mais les patients ne se rendent pas compte du moment où la plaie, du début de la plaie. Donc, c'est ce qu'on appelle un mal perforant plantaire parce que c'est la plante des pieds. Ok. Alors, est-ce qu'une plaie peut évoluer vers un cancer, docteur Tabsouba? Oui, une plaie peut évoluer vers un cancer. Et le plus souvent, quand il y a des ulcérations chroniques, notamment au niveau des membres inférieurs, et quand ces lésions-là perdurent avec le temps, l'agression continue des tissus peut, à la longue, provoquer donc la formation d'un cancer localement au niveau du tissu concerné. Donc, la chronicité de la plaie peut favoriser la survenue d'un cancer. Doit-on comprendre qu'on ne doit pas négliger une plaie, aussi petite soit-elle? Oui, bien sûr. Une plaie, peu importe la taille, l'étendue de cette plaie, il est toujours important de se référer à un centre de santé. Dans notre système sanitaire, il y a plusieurs gestions et à la base, nous avons les dispensaires, les CSPS. Et quand une personne a une plaie, ce sont des milieux où le contact est plus rapproché par rapport aux patients et c'est indiqué d'aller dans ces centres-là pour un diagnostic précis parce que, comme Dr Traoré l'a dit tantôt, derrière une plaie peut se cacher plusieurs choses. Voilà, surtout quand ces plaies-là surviennent de façon spontanée sans qu'il y ait un traumatisme évident. Voilà. Les plaies qui sont relativement banales, bon, souvent il y en a qui font des soins localement et puis ça passe des simples égratignures. On n'a pas besoin toujours d'aller à l'hôpital. Voilà. Mais quand on ne sait pas vraiment quelle est l'origine de cette plaie, ou bien quand elle cause beaucoup de douleur, ou bien une hygiène fonctionnelle, quand elle est importante, vaut mieux aller se rassurer que soit c'est banal ou alors qu'il y a quelque chose qui nécessite en fait un suivi sur le plan médical. Merci. Docteur Traoré, vous voulez revenir sur l'évolution de la plaie vers le cancer? Oui, je voulais peut-être faire un petit apport. Vous savez, la plaie, l'évolution est également variable selon les types de peau. Quand vous avez un albinos qui a une plaie au niveau des zones découvertes, au niveau du visage, derrière l'oreille, les zones qui sont exposées au soleil, ça n'a pas la même importance et la même urgence
que vous et moi qui avons une peau qui n'est pas aussi sensible au soleil que ça. Donc, une plaie, quel que soit l'aspect de cette plaie chez un albinos, peut être considérée comme une urgence. Parce que dès cette phase de début, c'est une phase de début, il y a des soins qui sont possibles, il y a des traitements qui sont possibles et qui vont empêcher que ça n'évolue vers un cancer. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les zones de brûlure. Vous avez malheureusement un accident, une brûlure par l'acide, une brûlure par des flammes. La partie qui a été brûlée la peau n'est plus souple. Et donc, cette peau n'a surpris sa fonction barrière. La fonction barrière s'entend arriver à bloquer les rayons ultraviolets de la peau. Et donc, si cette peau n'a surpris sa fonction barrière, donc cette peau reçoit directement les ultraviolets, les rayons du soleil, les rayonnements solaires directement sur la zone. Donc, les zones de brûlure exposées au soleil risquent, s'il y a une petite plaie, que cette plaie évolue vers un cancer. Donc, si vous avez été brûlé et qu'il y a une petite plaie, il faut que la plaie soit protégée du soleil. Sinon, il y a un risque que ça évolue vers un cancer. Ensuite, ça a été dit, il y a des traitements qui peuvent accélérer l'évolution vers un cancer. Il y a certains traitements traditionnels et autres. Quand une plaie elle est chronique et que vous continuez d'appliquer ces traitements, il y a une modification qui puisse se passer et entraîner une évolution. Et enfin, pour terminer, si vous avez une petite plaie au niveau de la plante des pieds, surtout sur une tache noire, que ce soit au niveau de la plante ou bien des paumes, vous avez une tache noire qui était là, qui n'est pas inquiétante. Du coup, cette tache noire commence à changer de forme, elle devient une plaie, elle commence à grossir. Là, il y a une urgence également. Et ces taches noires, chez le noir, on va les trouver soit au niveau des paumes ou bien au niveau des plantes. C'est ce que je voulais apporter comme complément. Ok, merci. Alors, on parle souvent aussi de plaies vasculaires. Qu'est-ce que c'est et quels sont les signes cliniques? Oui, peut-être que ça, c'est... Je vais donner quelques aspects des plaies vasculaires, et puis le chirurgien va certainement s'étaler avec beaucoup plus en profondeur. Vasculaire, du constat que nous faisons des consultations, c'est ce que les gens appellent dans nos communautés les anciennes plaies. C'est-à-dire les plaies qui ne guérissent pas. Oui. Donc du coup, souvent, vous voyez des affiches où c'est écrit spécialiste des anciennes plaies. Et quand on fait l'interrogatoire et quand on fait le regroupement, on va se rendre compte que une de ces causes, c'est les plaies vasculaires. Et les plaies vasculaires, c'est-à-dire que la cause est au niveau des vaisseaux. D'accord. Vous savez, le sang descend par les artères, le sang remonte par les veines. Si une artère est bouchée, donc la partie du corps qui se trouve en dessous de la partie bouchée, elle n'est pas vascularisée. Sur la peau, ça va apparaître une tache noire, une plaie qui est petite, qui s'élargit, qui fait mal, etc., etc. C'est cet ensemble de plaies situées à la partie inférieure des membres, juste à côté du pied. Quand vous avez une plaie à cette partie du corps qui ne guérit pas malgré tous les traitements ou qui cicatrise et moins de traumatisme, elle revient. En ce moment, nous pensons qu'il peut s'agir d'une cause vasculaire. Et là, c'est une prise en charge forcément médicale. On va peut-être revenir là-dessus parce que l'exploration de ces genres de plaies est un peu plus longue que ce qu'on constate sur le terrain. Donc, ce ne sont pas les sorciers du village qui attaquent mon oncle qui a une plaie ancienne, docteur Tabsoba. Exactement. Parlant de ces plaies vasculaires, c'est exactement ce dont il s'agit, ce que docteur Traoré a eu à décrire. Et ça, c'est surtout dans son aspect en fait de chronicité. Ce sont des plaies qui sont liées relativement à des anomalies vasculaires. Voilà. Maintenant, au sens aigu du terme, en milieu chirurgical, on peut avoir des situations de plaies vasculaires, c'est des lésions en fait de vaisseaux directement en phase aiguë. Par exemple, quelqu'un qui a un traumatisme avec une section, par exemple, au niveau de son membre et qui se met à saigner. Voilà. Quand le saignement se fait en jet, généralement c'est des plaies qui sont artérielles, c'est une artère qui est atteinte, et quand c'est des plaies veineuses, ça saigne en nappe mais de façon continue. Voilà, donc les gestes il y a des gestes en urgence qu'il faut réaliser parce que si on ne fait pas vite, cette plaie aiguë là
peut mettre en jeu le pronostic vital. Ça veut dire que la personne peut perdre connaissance, voire même mourir suite à cette plaie-là. La personne peut se vider totalement en fait de son sang. Et donc il y a des gestes à réaliser en urgence avant que la personne arrive à l'hôpital. Donc les personnes qui sont témoins de cet accident peuvent faire des gestes en urgence, notamment soit en comprimant le lieu où le saignement s'est fait, quand c'est un saignement qui est localisé, ou alors en faisant un garrot comme on a tous appris à l'école primaire. Voilà, juste le temps de convoyer le malade dans un centre de santé pour qu'on fasse un diagnostic précis et puis une prise en charge adaptée. Ok, c'est bien dit. Alors, pour mieux cerner une plaie, on dit que cela peut nous amener à effectuer des examens complémentaires. Et quels sont les examens en labo et quels sont les examens en radiologie nécessaires? Bon, pour les examens pour une plaie tout court, voilà. Les examens en laboratoire, si c'est ça dépend des plaies. Si c'est une plaie en phase, une plaie aiguë, voilà, une plaie aiguë suite à un traumatisme, bon, quand en fait, les bilans vont consister à réaliser des examens qui vont concourir à la prise en charge de cette plaie. Quand c'est parce qu'il y a certaines plaies qui nécessitent, par exemple, qu'on amène le patient au bloc opératoire pour réaliser des gestes pour arrêter le saignement, pour limiter la contamination, prévenir l'infection, etc. Donc, en ce moment, il y a des bilans qu'on fait avec l'accord des anesthésistes pour préparer donc cette intervention-là. Il y a des bilans également qu'on fait pour apprécier le retentissement de ces plaies aiguës qui peuvent occasionner une hémorragie importante, notamment pour voir à quel degré le patient s'est vidé de son sang, pour voir si le taux d'hémoglobine est à un niveau où il faut compenser, il faut agir vite, notamment en faisant des remplissages vasculaires avec du sérum ou alors une transfusion sanguine quand c'est nécessaire pour que le patient ne meure pas. Ça, c'est la situation la plus urgente. Maintenant, en plus des bilans, on peut faire des bilans notamment pour le diagnostic même de cette plaie. Voilà. Comme le docteur Traoré le disait, il y a des plaies qui cachent certaines maladies en fait. Voilà. Il y a des plaies comme des fasciites nécrosantes, des ulcères de Buruli. Et ces plaies-là nécessitent qu'on fasse souvent ce qu'on appelle une biopsie. Et donc quand on fait une biopsie, ça veut dire couper un morceau de tissu pathologique au niveau de cette plaie-là pour envoyer au laboratoire d'anatomie pathologie afin de faire une analyse microscopique et déterminer exactement le type de maladie. Voilà, il y a des maladies pour lesquelles nous, quand on fait les biopsies et déclare des genre ulcères de Buruli, on les envoie en dermatologie. Ils ont une prise en charge efficace. On n'a pas besoin de faire une chirurgie extensive. Maintenant, il y a également des cas de cancer également. Si se manifestent pas des lésions au niveau de la peau. Et quand c'est le cas, c'est les mêmes gestes qu'il faut faire, notamment la biopsie. Ça permet de confirmer également ce diagnostic. Et quand le diagnostic est posé, on réfère en fait le patient chez les oncologues pour une chimie, un traitement adapté par rapport au type exact de cancer. Voilà, justement, quand est-ce qu'il faut se rendre dans une formation sanitaire? Généralement, quel est le profil de ceux qui interviennent dans la prise en charge? Bon, je pense que peut-être qu'il faut, ce qu'on veut, on veut que les gens retiennent, les gens retiennent entre autres, c'est de comprendre qu'une plaie n'est pas aussi banale qu'on le croit. Quand la plaie elle est aiguë, j'ai dit tantôt si c'est par suite d'accident, etc., après avoir fait, même si vous avez fait un accident, vous avez une plaie, mais en fonction de l'examen que l'agent de santé va trouver sur vous, il peut vous demander une radiographie pour voir s'il n'y a pas une fracture des os en dessous de cette blessure sur la peau. Ça, c'est les situations les plus simples. Les situations compliquées que nous rencontrons, c'est les plaies que nous appelons chroniques. Les plaies qui surviennent, qui durent plus d'1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, et que malheureusement, les gens restent soit à la maison, où ils sont dans certains cabinets, où ils passent essentiellement tout le temps à faire des pansements, sans savoir, sans chercher à connaître pourquoi j'ai une plaie qui évolue plus d'1 mois et qui ne guérit pas. On voudrait que les gens sachent qu'une plaie, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. C'est ça.
c'est un signe où beaucoup de médecins interviennent. L'infirmier a son rôle à jouer. Le médecin généraliste a son rôle à jouer. Les dermatologues ont un rôle. Les chirurgiens ont un rôle. Les cancérologues ont un rôle. Les radiologues ont un rôle. Et les laboratoires ont un rôle. Donc, vous voyez que ce n'est pas aussi une maladie aussi simple que ça. Donc, du coup, lorsqu'on est dans une situation d'une plaie qui ne guérit pas, ce qu'on appelle une plaie chronique, c'est d'avoir en tête que cette plaie qui ne guérit pas peut avoir plusieurs causes. Oui. Ça peut être dû à un microbe, ce qu'on appelle une infection. Il y a différents types de microbes. Il y a des microbes que vous allez prendre de la sous-région qu'on ne trouve pas ici. Mais en sachant d'où vous venez avec cette plaie, on soupçonne certains germes qu'on retrouve dans la sous-région et qu'on ne retrouve pas au Burkina. Il y a des plaies qui peuvent être dues, par exemple, à un problème vasculaire. On a déjà dit, lorsqu'un vaisseau est bouché et que le sang ne circule pas correctement, il faut avoir une plaie. Il y a des plaies qui peuvent être des signes de cancer. En fonction de la localisation, on peut dire cette plaie-là, ce n'est pas une plaie ordinaire. C'est probablement un cancer. Il y a des plaies qui peuvent être dues au fait que vous êtes diabétique. Le fait que je sois diabétique, il y a des plaies que je peux avoir facilement que d'autres n'en ont pas. Le fait que j'ai la lèpre, il y a des plaies que je vais avoir facilement que d'autres n'ont pas. Le fait que je sois immunodéprimé, que cette immunodépression soit due au VIH, aux médicaments, à autre chose, il y a des plaies que je vais avoir que d'autres personnes ne verront pas. Donc, vous voyez que si vous avez une plaie qui ne guérit pas aussi rapidement malgré les soins qu'on fait, il faut faire une consultation. Il faut aller voir les spécialistes que vous êtes. Spécialistes. D'accord. Vous pouvez passer par un dispensaire. Normalement, dans les dispensaires, les gens doivent savoir que s'ils nous connaissent, si vous faites un pansement chez quelqu'un qui pendant 1 mois ne guérit pas, vous devez référer les patients. C'est ce qui est fait généralement, mais malheureusement, il y a certaines personnes qui ne réfèrent pas les patients et qui pensent que c'est un problème de pansement, qui continuent régulièrement de répéter les mêmes pansements. Et quand le patient va arriver en dermato, on va dire non, c'est déjà tard, c'est un problème de chirurgie. Il arrive en chirurgie, on dit non, c'est vrai que c'est un problème de chirurgie, mais il y a un problème de cancer associé. On pouvait prévenir tout ça en faisant une consultation précoce. Donc, du coup, les examens à demander, vous voyez que les examens sont variables en fonction du type. Vous pouvez venir en consultation pour une plaie, on va vous demander un test de diabète, on va vous demander une sérologie VIH, on va vous demander une hépatite B. Vous pouvez venir, on va simplement vous demander une échographie des vaisseaux, ce qu'on appelle un échodoppler au niveau des vaisseaux. On peut même vous demander un scanner pour une plaie. Et il peut arriver, comme Dr Tafsoba l'a dit tantôt, vous venez pour une plaie, en fonction des caractéristiques que présente cette plaie, je fais un prélèvement. Donc, j'enlève un morceau de la plaie et j'envoie chez d'autres spécialistes qu'on appelle les anatomopathologistes qui vont examiner la plaie et qui vont me dire ce que j'ai retrouvé, c'est plutôt une tuberculose. Ce que j'ai retrouvé, c'est une leishmaniose. Ce que j'ai retrouvé, c'est une maladie, un ulcère de Buruli qui est fréquent dans la sous-région, mais qui n'est pas fréquent chez nous. Ce que j'ai trouvé, c'est un problème du type de peau que la personne a. En fonction de toutes ces informations, l'équipe médicale sait exactement à quel spécialiste vous référez et comment organiser de façon correcte votre prise en charge. Merci pour la précision. Toujours en compagnie de Dr Traoré Fahima et de Dr Toussaint Tafsoba qui nous vient de Charles de Gaulle. Comment ça se passe avec les enfants? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la prise en charge des plaies, des blessures? À Charles de Gaulle, il faut dire que l'essentiel des plaies qui nécessitent une prise en charge dans notre structure est représenté par les brûlures, les grands brûlés. Voilà. Notons que les brûlures constituent un problème majeur vraiment dans la prise en charge que les patients que nous avons à faire chaque jour à Charles de Gaulle. Et c'est l'ampleur en fait de ces brûlures-là est d'autant plus importante que on se situe dans les périodes les plus fraîches et froides de l'année. Notamment quand on va vers la période de décembre-janvier,
on a vraiment un pic vraiment important dans la fréquence de ces enfants brûlés. Et ces enfants brûlés, là, le plus souvent, c'est des brûlures suite à de l'eau chaude, du liquide chaud. Quelques rares fois par de la flamme, hein, des enfants qui partent pour se réchauffer un peu au bord, et puis voilà, une robe qui est prise, embrasée par le feu, et puis c'est parti. Donc, les enfants arrivent dans un état relativement grave, parce que la majorité des cas que nous recevons là, la brûlure atteint plus de 25% de la surface corporelle. Il y en a qu'on a reçu qui avaient plus de 80% de la surface corporelle qui était brûlée. Voilà. Donc, il faut dire que quand on les reçoit, et l'urgence dans les 48 premières heures de la brûlure, là, c'est les problèmes hémodynamiques. Ça veut dire que l'enfant perd abondamment de liquide au niveau de son corps. Donc, il faut tout faire pour rattraper cela le plus vite possible. Sinon, les problèmes hémodynamiques peuvent emporter en fait l'enfant. Donc, quand ils arrivent, la priorité, c'est la réanimation. Donc, des remplissages vasculaires. Et ensuite, on réalise des pansements sous anesthésie générale. Et à la suite de ces pansements, il faut dire que ces patients nous causent un vrai souci en matière de prise en charge parce que ce sont les patients qui sont les plus chroniques en termes d'occupation de lit à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. En moyenne, ils font au moins 1 mois, voire plus d'hospitalisation. Quand la brûlure atteint les 25%, ils dépassent les 3 mois. Il y en a qui ont fait 6 mois, 1 an, voire 2 ans à l'hôpital. Donc, vous voyez que ça engendre beaucoup de problèmes, non seulement sur le plan sanitaire, mais également social. Et voilà, même économique, puisqu'il y a des parents qui vont laisser leurs emplois, quitter le village carrément pour rester pendant plus d'1 année au chevet de leur enfant. Donc la prise en charge, elle est vraiment complexe. Et le plus grave est que cette pathologie, elle est hautement mortelle, elle est hautement létale. Quand on regarde un peu dans nos statistiques en matière de mortalité à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle, environ le tiers des décès sont représentés par les brûlures qui représentent la première cause de mortalité dans notre service. Donc c'est pour dire que vraiment c'est un problème majeur. Donc quand on a l'occasion de nous exprimer comme ça, on ne manque pas de le dire. Nous en souffrons, les parents en souffrent. On a des difficultés de prise en charge en matière d'équipement, de locaux. On a pas mal de difficultés. Voilà, ce qui fait que ça entrave la bonne prise en charge. Mais nous pensons que le plus important, c'est quand on a l'occasion de passer des messages de sensibilisation. Exactement. Parce qu'on voit que la majorité des brûlures sont des situations qu'on peut totalement éviter. Parce que quand on regarde les brûlures, la plupart, c'est des tout petits, de moins de 5 ans. Et comment est-ce qu'ils se brûlent? Parce que, on a dû réchauffer de l'eau, on a déposé peut-être même pour le laver. Et avant qu'on ne vienne ajouter de l'eau pour tiédir, on tourne le dos et l'enfant va se faire là. Voilà. Et l'enfant, quand il est tout petit, quand il commence à marcher, autour de 1 an, 2 ans, il a cette envie d'explorer tout sur son environnement. Donc, il veut toucher à tout, aller partout. Donc, quand on dépose l'eau, il s'approche. Et dans la bassine, quand il s'approche, il essaie par curiosité, il baisse la tête pour voir. Et l'enfant a une extrémité céphalique, la tête est proportionnellement plus volumineuse par rapport au reste de son corps. Donc, quand il s'approche comme ça, son polygone de sustentation fait que ça l'amène à se projeter vers l'avant. Donc, il chute. Donc, quand ils viennent dans les conditions de brûlure, la majorité sont brûlées d'abord au niveau du visage et au niveau du tronc. Et quand c'est brûlé au niveau du siège également, c'est vraiment difficile parce que les problèmes d'hygiène se mélangent. La prise en charge, elle est complexe. Voilà. Donc, c'est essentiellement ça, la difficulté. Quand on passe la première phase de difficulté de prise en charge, notamment les 48 premières heures, la suite, il y a d'autres problèmes qui vont se présenter, en dehors des problèmes hémodynamiques dont j'avais parlé tantôt. Notamment, vont s'installer des problèmes nutritionnels. Parce que la brûlure en elle-même va créer des situations au niveau du corps qui vont consommer, où il y aura des cascades de réactions chimiques, qui vont consommer beaucoup d'énergie. Et quand les gens viennent, ils se disent que c'est une brûlure, ils pensent que c'est une plaie superficielle, on va gérer ça. Alors que non, la brûlure engendre en fait une cascade de réactions inflammatoires systémiques qui va concerner tout l'organisme. Et cette réaction inflammatoire va aller même au niveau du cerveau, les reins, le foie, partout. Donc en fonction du degré de brûlure, là, on peut avoir des insuffisances rénales, une insuffisance hépatique, donc le fonctionnement de tous les viscères peut être perturbé.
Donc cette cascade de réactions inflammatoires va engendrer quoi? Une consommation de beaucoup de calories qui va nécessiter un apport important en aliments. Donc il faut qu'il s'alimente plus que, peut-être 3 ou 4 fois plus que ce qu'il mangeait d'habitude. Et paradoxalement, il y a une réaction qui fait que l'enfant boulé avec le stress, tout, refuse souvent de s'alimenter. Il n'a pas d'appétit. Oui, donc ça ne passe pas par la voie orale et on est obligé, dans les situations normales, de passer par les vaisseaux pour leur apporter les nutriments. Et malheureusement, l'accès à ces nutriments-là, non seulement quand c'est disponible, ça coûte très cher, ce n'est pas à la portée des parents. Et quand on voit les nouveaux-nés, les tout petits, il n'y en a même pas en fait au Burkina. Même quand tu as les moyens, tu ne peux pas t'en procurer. Donc plusieurs fois, nous avons fait le plaidoyer avec nos responsables. Ils sont en train de scruter les voies et moyens pour nous disponibiliser. Voyez, donc pour le problème nutritionnel, il y a le problème de l'infection. Ils font également des anémies. Voyez, et c'est tout ça en seconde phase qui peut également les emporter. Ils peuvent rester pendant 1 mois ou plus. Et par finir, ça peut tourner court. Donc la prise en charge, elle est délicate et ça nécessite beaucoup de moyens. La prise en charge, peut-être qu'on en parlera après, les greffes de peau et autres. Exactement. Voilà, donc c'est vraiment complexe. Vraiment. Merci pour ces précisions. On se rend compte qu'il faut être très très regardant. Il faut de la surveillance rapprochée en ce qui concerne les enfants. Alors, Dr Faima, et pour le cas des diabétiques, comment on arrive à soigner les plaies diabétiques? Oui, je vais faire un petit point sur les brûlures. S'ils arrivent à survivre aux soins de Charles de Gaulle, la qualité de vie reste encore difficile dans notre contexte. Parce que quand la peau elle est cicatrisée, elle perd sa fonction de respiration, de souplesse. Donc du coup, ces personnes, on les reçoit en consultation des dermatos. Pendant la période de chaleur, c'est un enfer pour eux. La sueur n'étant pas évacuée, ils ont l'impression qu'ils ont des aiguilles qui les piquent de partout. Donc il leur faut après ça un environnement continuellement frais pour pouvoir avoir une qualité de vie. Voilà. Donc c'est dire que la restauration de la peau n'est pas systématique. Non, elle n'est pas totale en fonction du degré d'atteinte. Elle va rester, elle ne pourra plus assurer sa fonction comme elle devait le faire avant. Les plaies diabétiques, la prise en charge des plaies diabétiques, c'est d'abord équilibrer le diabète. D'accord. C'est important à le dire parce que on constate malheureusement que les gens font essentiellement des pansements sans chercher à savoir à quel niveau se situe la glycémie de ces personnes-là. C'est un cycle. Le diabète entretient la plaie. La plaie, de par l'infection, va désorganiser, va perturber le diabète. Donc, le premier traitement, c'est d'abord équilibrer le diabète. D'accord. Si vous avez une glycémie élevée en chirurgie, on vous prendra rarement. On va toujours demander à ce qu'on équilibre d'abord la glycémie avant que vous ne rentrez au bloc. Et ensuite, lorsque la glycémie est équilibrée, de façon concomitante, on fait des pansements. En fonction du niveau d'atteinte, s'il y a des zones qui sont complètement pourries, il faut les décaper, il faut les nettoyer, ce qu'on appelle la détertion. Il faut les nettoyer complètement. Ensuite, on procède à ce que ça bourgeonne et après, on espère qu'il y ait une fermeture complète de la plaie. Et quand est-ce qu'on passe à la greffe? Est-ce que ça existe chez nous, Dr Tabsouba? Oui, exactement. La greffe, c'est lorsque on commence à faire les soins locaux et que la cicatrisation dirigée espérée, notamment l'épidermisation de la peau chez les brûlures, n'est pas obtenue. Donc, dans cette situation, on est obligé donc d'aider le patient à cicatriser de façon optimale. Parce que quand on laisse, la personne va cicatriser, mais avec une peau qui est de mauvaise qualité, très très fragile. Donc, quand on voit que la personne ne peut pas d'elle-même cicatriser correctement, on propose ce qu'on appelle la greffe de peau. Donc, la greffe de peau, bon, à Charles de Gaulle, nous arrivons à réaliser cette greffe de peau. C'est vrai que deux fois, on a des soucis en matière de matériel d'équipement, parce qu'il faut notamment des dermatomes. Les dermatomes, c'est un appareil électronique qui permet d'appliquer sur le site de prélèvement de la peau pour permettre donc
décoller superficiellement la partie de la peau qui nous intéresse sans donc créer d'autres lésions tissulaires en dessous. Donc c'est un geste qui est vraiment très très fin. Bon, même quand notre dermatome n'est pas fonctionnel, nous arrivons quand même à faire la greffe de peau en prélevant de façon manuelle. Et bon, c'est plus délicat, ça prend plus de temps, mais on arrive quand même à le faire. Et une fois qu'on a enlevé donc la peau sur le site choisi, par exemple, si la personne est boulée au niveau du thorax ou au niveau des membres, il faut regarder par exemple au niveau de l'abdomen pour choisir le site de prélèvement. Il faut enlever la peau loin des reliefs osseux à un endroit où on pourra refermer sans problème, où la cicatrisation pourra se faire sans problème. Et une fois qu'on fait le prélèvement de la peau sur ce site-là, on part au niveau de la zone de brûlure qui ne cicatrise pas et on l'applique. Maintenant, pour que la zone d'application soit la plus étendue, on utilise ce qu'on appelle un expandeur. L'expandeur, c'est un appareil, quand on passe la peau, le lambeau de peau qu'on a eu à prélever là, quand on passe au niveau de l'expandeur permet donc de faire des petits trous, des mailles qui vont permettre d'élargir en fait le lambeau de peau qu'on a prélevé là. Ça permet d'avoir plus de surface et ça permet aux sérosités qui vont se créer lors des soins locaux là, à ce que ça ne soit pas emprisonné. Donc ça minimise les risques d'infection. Donc on le prend et puis on part fixer en mettant des points de suture au niveau de la partie brûlée. Donc essentiellement quand on fait ça, le patient retourne à son lit. Une semaine après, on revient pour le premier pansement. Et puis bon, on voit si ça a bien pris. Il y a des fois, il y a certaines parties qui s'infectent un peu, mais bon, c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors on dit souvent pour un patient qui reste allongé sur le dos pendant longtemps, il y a ce qu'on appelle des escarres qui peuvent survenir sur le dos. Comment vous arrivez à soigner ces escarres-là? Les escarres sont des complications qui sont récurrentes en hospitalisation chronique. C'est-à-dire si vous avez une difficulté de mobilité et que vous êtes couché, malheureusement nos lits, nos matelas ne sont pas adaptés pour des patients qui nécessitent une hospitalisation chronique. Ce qu'on appelle les lits anti-escarres, nous n'en avons pas. Donc du coup, vous êtes couché sur un plan qui est pratiquement très dur. Donc, les zones de contact où le frottement est assez fort entre la peau, donc notamment les talons, la partie des hanches, les épaules et un peu souvent la nuque, il peut s'installer progressivement un défaut de vascularisation, d'irrigation. Donc, du coup, ces tissus qui sont en dessous, qui ne sont pas irrigués, qui ne reçoivent pas du sang et de l'oxygène, commencent à mourir à petit feu. Ça paraît d'abord rouge, ensuite noir, ensuite ça devient une plaie. Et quand ça s'installe, quand ça devient une plaie, c'est une prise en charge assez difficile parce qu'il faut mobiliser quotidiennement le patient, il faut décaper tous ces tissus nécrosés. Donc la prévention réside essentiellement, une fois que le patient est couché, d'abord avoir un lit, ce qui n'est pas évident dans notre contexte. Deuxièmement, mobiliser régulièrement les patients pour l'empêcher que les zones de contact ne finissent par mourir par manque de sang et d'oxygène. Quand vous parlez de mobiliser le patient, il faut le retourner et qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est ça. C'est des positions à ne pas garder figées en fait. On peut le faire se coucher sur le côté gauche. Si le patient n'est pas très autonome, on peut mettre un coussin de support à l'arrière pour le bloquer. Il reste dans cette position un certain nombre d'heures et après on le remet sur le dos, après on le remet sur le côté. Il y a des fois où on a des patients même qui ont des lésions importantes au niveau de la peau, où on est souvent amené à les coucher sur le ventre en les inclinant un petit peu. Donc l'essentiel, c'est de ne pas avoir une position figée de longue durée sur les reliefs osseux. C'est les parties où l'os est presque à fleur de peau. Voilà, donc ce sont ces zones-là qui sont susceptibles d'être lésées et entraîner les escarres. Alors j'aimerais qu'on s'appesantisse un peu sur le cas des femmes qui viennent d'accoucher par césarienne. Comment ça se fait en ce qui concerne la blessure pour la prise en charge? On dit souvent à la femme qui vient d'accoucher par césarienne qu'il faut faire attention, il ne faut pas se laver, il faut attendre quelques jours. Donc, okay. Oui, on vous écoute, docteur. Bon, en fait, ça, c'est des conseils classiques un peu pour toute chirurgie un peu de l'abdomen, hein, puisque la chirurgie de la césarienne, c'est une chirurgie du pelvis. C'est la partie inférieure de l'abdomen. Donc, parce que l'abdomen, c'est une cavité avec un contenu. Et lorsque la personne se met en position de début, il y a une certaine pression qui fait que ça peut distendre un peu
les sutures. Donc c'est ça. Donc ça peut distendre, favoriser donc des déhiscences au niveau de la plaie. Quand il y a une déhiscence, ça peut mal cicatriser, ne pas être esthétique. Mais généralement, quand les sutures sont faites, elles sont suffisamment solides. Et si la patiente se met à se mobiliser très tôt, elle-même, elle aura mal. Elle aura mal. Donc, c'est pour toutes ces questions de confort qu'on recommande de ne pas trop se mobiliser. Mais quand même, si elle veut aller au besoin, elle peut faire doucement. Elle peut aller doucement. Et on conseille de ne pas laisser humidifier en fait la zone où il y a le pansement. Voilà, il ne faut pas qu'on demande en fait de faire des soins locaux en épongeant la personne sans la faire passer à la douche par exemple. Donc ça permet de garder la plaie sèche et propre. Ce sont un peu ces conditions qui vont garantir une meilleure cicatrisation. Ok, justement, que faire pour espérer une meilleure cicatrisation, docteur Traoré? Oui, pour espérer une cicatrisation d'abord. Pour espérer une cicatrisation, il faut d'abord un certain nombre de conditions, ce qu'on appelle au niveau de la plaie elle-même. Une plaie cicatrise quand elle est propre. Donc, une plaie qui est sale ne va pas cicatriser. Comment amener la plaie à être propre? C'est laver l'eau en fonction du type de plaie, l'eau, les savons simples. Et lorsqu'il y a des signes de surinfection, on peut utiliser des antiseptiques et autres pour nettoyer. Quels peuvent être ces signes? C'est une de surinfection quand la couleur change. C'est-à-dire une plaie normale, propre et rouge. Si vous avez une plaie qui est noire, il y a un problème. Si vous avez une plaie, la couleur devient verte, il y a un problème. Si la couleur elle est jaune, en tout cas, elle est tout sauf rouge, D'accord. il y a un problème. Et quand elle fait mal, il y a un problème. Donc la plaie doit être propre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la technique même de pansement. À quel moment il faut faire le pansement? Tous les jours? À quel moment il faut passer au pansement? Tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours. Là, les équipes de santé entraînées, spécialisées, savent exactement comment les faire. Malheureusement, il y a certains niveaux, quelques-uns qui ne savent pas toujours à quel moment espacer les pansements et quels produits essentiellement utiliser en fonction du niveau de pansement désiré. Et enfin, il faut que la plaie soit vascularisée. S'il n'y a pas de sang et d'oxygène qui arrive au niveau de la plaie, il n'y aura pas de cicatrisation. Donc, si toutes ces conditions sont réunies, normalement, la plaie va être rouge. Elle était enfoncée, donc elle était profonde. Le fond va bourgeonner pour atteindre les mêmes niveaux que la peau normale. Donc, il y a un bourgeonnement. À ce niveau, le bourgeonnement doit s'arrêter pour que la peau progresse, l'épiderme progresse pour venir fermer la plaie. Tout ce processus-là peut vous prendre 1 mois. Mais quand elle est fermée, elle n'est pas guérie. Il y a ce qu'on appelle le processus de consolidation ou de remodelage qui peut vous prendre autour de 6 mois avant que la cicatrisation ne soit parfaite. Malheureusement, il arrive que souvent il y a un excès de cicatrisation, ce qu'on appelle les cicatrices hypertrophiées ou les kéloïdes. Il peut y avoir un défaut de cicatrisation. Donc la plaie elle est guérie, mais malheureusement il y a une dépression qui apparaît au niveau de cette plaie. Et en plus de toutes ces conditions locaux, il y a ce qu'on appelle les conditions générales. Vous avez une plaie, vous êtes malnutri. Il n'y aura pas de cicatrisation. Vous avez une plaie, la glycémie n'est pas équilibrée. Il n'y aura pas de cicatrisation. Vous avez une plaie, vous avez la lèpre, et donc la zone où se trouve la plaie, il y a une insensibilité au niveau de cette zone. Et vous faites constamment des appuis sur cette zone. Il n'y aura pas de cicatrisation. Vous avez une plaie, mais en dessous de la plaie, l'os est infecté. Tant que l'os n'est pas guéri, la plaie ne va pas guérir. Donc voilà, entre autres, quelques éléments qui retardent la cicatrisation. Nous sommes en train de tendre vers la fin de l'émission. Quel est l'essentiel du message à faire passer à ceux qui nous regardent en ce moment? À ceux qui nous regardent, c'est de comprendre que une plaie ne doit pas être aussi banalisée qu'on a l'impression que l'impression qu'on a. Et que une plaie peut guérir.
une plaie peut guérir, une plaie nécessite une consultation. Une consultation, c'est des médecins qui ont cette aptitude à regarder les plaies, à les prendre en charge. Et que lorsque la consultation elle est faite très tôt, chez des gens qui ont cette habilité, ils vont pouvoir guérir de leurs plaies. Et que la prise en charge d'une plaie, c'est pas simplement faire un pansement. C'est d'arriver à savoir qui suis-je pour avoir une plaie et qu'est-ce que j'ai, quelle est la cause de cette plaie. Donc, je fais le traitement de la cause et j'ajoute maintenant le pansement. Merci, docteur. Docteur Tamsoba. Donc, je pense que le docteur Traoré a dit l'essentiel. Maintenant, me concernant en tant que chirurgien pédiatre, comme je l'ai dit tantôt, notre véritable problème, c'est les brûlures. Donc, mon message serait de demander aux gens dans les domiciles de faire attention aux enfants, de ne jamais laisser de liquide chaud avec un enfant à côté sans contrôle. Éviter que les enfants n'aillent à la cuisine. Si on arrive à éviter ces deux choses-là, près de 75% des brûlures-là, on va les éviter. Okay. Et quand il y a une brûlure, souvent les gens veulent demander les premiers gestes. Il y a un geste que je peux dire, il faut un peu verser de l'eau sur la zone brûlée. Ça va permettre de refroidir, ça va permettre de limiter l'extension en profondeur de la lésion. Parce que quand la brûlure s'effectue, la chaleur fait que la lésion va en profondeur. Donc, là, mettez suffisamment de l'eau, mettez de l'eau immédiatement et puis amenez l'enfant à l'hôpital le plus vite possible. Merci. En tout cas, le message est clair. Je pense que ceux qui nous regardent ont bien retenu la leçon du jour. Faites attention aux enfants et aussi ne négligez aucune plaie. Les agents de santé sont là. Il faut leur faire confiance, il faut se tourner vers eux pour avoir plus de soins afin d'assurer une meilleure santé pour vous et pour vos proches. Ça a été un plaisir pour nous d'être avec vous. On se donne rendez-vous très vite avec un autre numéro de La Via. Bonsoir.